Présenter le programme de notre webinaire qui va se dérouler en 2 temps. Donc, dans un premier temps, nos 2 invités que je vais présenter dans quelques instants vont nous faire une présentation un peu théorique du sujet et on prendra ensuite le temps de répondre aux questions que vous vous posez. Donc pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer directement vos questions en message privé via le chat. On essaiera de répondre à un maximum de questions en direct dans le temps qui nous est imparti. Et donc, pour animer le webinaire de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Houda Elvanani, nutritionniste, et Mohamed Essassi, diabétologue. Donc, je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Avant de leur donner la parole, je vais dire 2 mots rapidement pour présenter un peu le sujet. Du coup, dans ce contexte de confinement, on sait tous que le mois de Ramadan va démarrer dans quelques jours. Et cette année, on va tous le vivre de manière un peu différente, voire inédite, dans ce contexte de confinement qui est si particulier et auquel, du coup, on n'est pas habitué parce qu'il a bouleversé un peu notre façon de vivre, nos habitudes alimentaires, notre sommeil, notre pratique d'activité physique et sans parler bien sûr de nos relations sociales. Et on sait tous que ces changements ont des répercussions, que ce soit sur notre immunité, notre état d'anxiété ou notre bien-être général, comme on a pu le voir lors des précédents webinaires qui étaient dédiés au sujet. On sait aussi que le mois de Ramadan est marqué par un changement de rythme de vie au global et des habitudes alimentaires. Et c'est bien sûr le mois du jeûne, le mois de la prière, de l'invocation, de la purification du corps et du cœur de manière globale. Donc, il va falloir retrouver une hygiène de vie saine qui va nous permettre de tirer le plus grand bénéfice de ce jeûne, que ce soit sur le plan thérapeutique que sur le plan spirituel. Et c'est pour ça qu'on a choisi de consacrer ce webinaire aux recommandations qui vont justement nous permettre de retrouver un équilibre mental et physique pour pouvoir appréhender de la meilleure des façons le mois de Ramadan dans ce contexte particulier de confinement. Donc, j'en dis pas plus. Je vais céder la parole à Mohamed dans un premier temps, puis à Houda dans un second temps pour qu'il nous éclaire sur le sujet. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, je voudrais remercier l'association Sésame pour l'invitation ce soir. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence, votre participation. Effectivement, donc comme tu disais, Soukaina, là, on va vivre une période de Ramadan assez inédite avec cette période de confinement. Donc effectivement, il y aura des côtés, on va dire, un peu négatifs, le fait de ne pas pouvoir se retrouver ses proches. Mais nous, on va essayer de se focaliser plutôt sur les côtés positifs. Donc, ça sera une opportunité de se concentrer sur soi-même, d'être à l'écoute de soi, d'améliorer son bien-être, comme tu l'as dit, donc tant sur le plan de la santé, mais aussi psychologique ou encore spirituel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre et cette notion de pleine conscience, c'est-à-dire profiter vraiment de cette période de confinement pour faire attention à ce qu'on fait. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les bienfaits, mais aussi les mécanismes physiologiques qui ont lieu pendant la phase de jeûne durant le mois de Ramadan. Alors, comme vous le savez, donc le jeûne, c'est une pratique qui est ancestrale, millénaire, universelle dans plusieurs religions, plusieurs spiritualités, plusieurs médecines ancestrales. Les frontières vont même au-delà de l'espèce humaine, puisque là, donc là à droite, on a par exemple un manchot qui peut jeûner jusqu'à une durée pouvant aller jusqu'à 100 jours. Donc le manchot peut jeûner 100 jours de suite, ce qui ne l'empêche pas d'être un des animaux les plus robustes, les plus costauds sur cette planète. Alors la question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est un mécanisme qui peut, d'un premier abord, paraître un petit peu paradoxal, puisqu'on dit on va fortifier, on va purifier notre corps en le privant d'alimentation. Donc c'est une notion qui peut paraître un petit peu paradoxale, mais donc dès l'Antiquité, les premiers médecins, notamment Hippocrate, qui est considéré comme le fondateur de la médecine moderne, a dit que le corps est chargé d'humeur, faites-lui supporter la faim parce que le jeûne purifie le corps. Donc on retrouvait déjà cette notion de purification à l'époque d'Hippocrate, donc pendant la période de la Grèce antique. Donc là, je vais essayer d'expliquer certains mécanismes, bon pas tous parce qu'ils ne sont pas tous élucidés, mais les principaux mécanismes qui permettent donc aux jeunes de nettoyer le corps et de le purifier.
La première chose, c'est la mise au repos du tube digestif. Donc, on sait en temps normal, le tube digestif peut consommer jusque 80% de la dépense énergétique totale. Donc, le fait d'économiser cette énergie va permettre de l'utiliser, de la mettre en place dans des mécanismes de réparation du corps. Un des premiers mécanismes, l'un des plus étudiés, donc ce qu'on appelle le processus d'autophagie. Donc, c'est un processus qui a été découvert par un médecin japonais qui s'appelle Osumi et qui a pu en fait identifier au sein des cellules un organe, une organite particulière qu'on appelle le lysosome. Donc, le lysosome, à l'échelle cellulaire, ça sera véritablement en fait une usine de recyclage qui va contenir des enzymes pouvant dégrader les tissus usés, les bactéries, les virus, les déchets qui s'accumulent dans les cellules. Et donc, ces lysosomes vont non seulement dégrader tous ces déchets, mais vont les utiliser pour recycler et créer de nouvelles cellules. Donc, on estime que si on jeûne pendant une période de 3 jours successifs, c'est suffisant pour renouveler quasiment l'ensemble du tissu cellulaire du corps humain. Donc, à côté du mécanisme d'autophagie, il existe aussi d'autres mécanismes. Donc, je vais en citer quelques-uns. L'un des principaux mécanismes, c'est la production de corps cétoniques. Donc, pendant la période de jeûne, lorsque le corps va manquer de sucre, il va aller puiser son énergie, donc son carburant au niveau des graisses, en transformant les acides gras présents dans la matière grasse en ce qu'on appelle des corps cétoniques. Donc, ces corps cétoniques sont actuellement l'objet de plusieurs études et ils ont notamment des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui sont en cours d'étude. En plus de la production de corps cétoniques, il y a aussi plusieurs modifications hormonales puisque cet état de stress que va constituer le jeûne va mettre donc va permettre la production de ce qu'on appelle des catécholamines. Donc, les catécholamines, ça sera par exemple la dopamine ou encore la sérotonine, qui sont des hormones du bonheur, du bien-être, ce qui explique parfois un petit peu l'effet d'euphorie qu'on peut ressentir pendant la période de jeûne. On a aussi une synthèse de cortisol. Donc, le cortisol va être synthétisé à des doses anti-inflammatoires, immunosuppressives pendant la période de jeûne. Donc, c'est ce même cortisol qui est utilisé en tant que médicament pour soigner des douleurs articulaires ou encore des poussées inflammatoires. Et c'est ce qui justifie que dans pas mal de centres, particulièrement en Allemagne et en Russie, on va utiliser le jeûne intermittent pour traiter des poussées aiguës de maladies inflammatoires ou encore d'autres pathologies auto-immunes. Juste pour faire un petit peu un rappel donc de la littérature scientifique médicale, donc il y a un article qui est apparu assez récemment, donc c'était en décembre 2019, dans un journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Donc c'est une des revues les plus réputées dans le monde médical. C'est une étude en fait qui a retracé l'ensemble des études qui ont été faites sur le jeûne. Et la conclusion de cette étude, c'est que le jeûne intermittent, donc eux, ils ont utilisé une période de jeûne allant de 15 à 16 heures, donc qui est plutôt semblable à celle donc qu'on pratique pendant le ramadan. Ils ont remarqué qu'il y avait une diminution significative du risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de maladies neurodégénératives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, donc à l'état actuel donc des recherches scientifiques, le jeûne intermittent est admis comme une véritable thérapie, particulièrement face à ces maladies chroniques. Donc là, aujourd'hui, il y a une certaine unanimité par rapport aux bienfaits du jeûne. Donc pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le corps pendant la période de jeûne, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans un premier temps dans une situation normale, donc une situation où on s'alimente de façon normale. Donc le sucre va arriver dans le sang et ce sucre va être utilisé par l'ensemble des cellules du corps donc pour leur métabolisme, pour qu'elles puissent fonctionner de façon correcte. Et l'excès de ce sucre va être stocké dans 3 principaux endroits.
Donc, les deux premiers endroits, c'est le foie et le muscle sous une forme qu'on appelle le glycogène. Donc ça, c'est au niveau du foie et du muscle. Et le troisième lieu de stockage, c'est le tissu graisseux où le sucre va être transformé en triglycérides et stocké sous forme de graisse. Et en fait, pendant le jeûne, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un inversement de ce mécanisme, puisque le corps va essayer de maintenir une glycémie normale dans le sang et il va aller puiser donc ce sucre, cette énergie au niveau, donc comme on a dit, du foie et du muscle. Donc, c'est les réserves de glycogène, mais également du tissu adipeux. Donc, ça, c'est la première phase de jeûne. Il y a aussi une période donc qui peut arriver, mais plutôt dans des phases très avancées de jeûne, où le corps va aller puiser au niveau du muscle, au niveau de la réserve protidique, mais c'est un mécanisme qui ne nous intéresse pas puisque c'est un mécanisme qui est surtout utilisé dans des jeûnes très prolongés, où il n'y a pas cette rupture du jeûne qu'on retrouve pendant le mois de Ramadan. Donc, ce qu'il faut le retenir dans le mois de Ramadan, c'est que le corps va aller puiser son énergie dans un premier temps au niveau du foie et du muscle. Et quand ce stock sera épuisé, il ira dans un deuxième temps puiser son stock au niveau des graisses. Donc ces deux mécanismes vont déjà avoir des vertus thérapeutiques énormes. Donc là, à gauche, on a une pathologie qui s'appelle la stéatose hépatique, qui est très fréquente chez les patients ou les personnes en surpoids. Donc c'est le foie qui va stocker un excès de sucre qui va être tellement important qu'il va gêner en fait le foie dans son fonctionnement normal. Donc on sait que le foie a énormément de fonctions dans le corps. Il permet notamment d'éliminer les déchets des différents métabolismes. Le foie permet de synthétiser plusieurs protéines indispensables dans le fonctionnement normal du corps. Donc, le fait de jeûner va permettre de libérer ce foie de cet excès de glycogène, de sucre, qui va lui permettre de retrouver un fonctionnement normal. Et la deuxième chose, donc lorsque ce mécanisme sera épuisé, le corps va aller, comme je l'ai dit, donc puiser son énergie au niveau des graisses. Et pareil, on sait que les graisses, c'est un stock très important de, de, de cytokines, c'est un stock très important de toxines. Donc, en fait, le fait d'aller puiser et de faire fondre, entre guillemets, cette masse grasse va permettre de nous libérer des différentes toxines. Et on sait aussi que le fait d'avoir un excès de masse grasse va générer dans le corps ce qu'on appelle un état inflammatoire qui va favoriser des pathologies métaboliques. En tête, on va avoir l'obésité et le diabète. Donc, par ce mécanisme d'utilisation des ressources de sucre, le corps va permettre, le jeûne, pardon, va nous permettre en fait de retrouver, de permettre au foie de fonctionner correctement, mais aussi nous permettre d'éliminer l'excès des excès de toxines et d'inflammation que peuvent provoquer l'excès de matière grasse. Donc une fois que donc là, on a permis de mettre un petit peu en place tous les mécanismes, les bénéfices, qu'on peut observer pendant la période de jeûne. Là, on va passer plutôt à des questions d'ordre pratique qui reviennent assez souvent. Donc la première, c'est le lien entre le jeûne et l'hypoglycémie. Donc il faut savoir que l'hypoglycémie, c'est défini par une glycémie inférieure à 0,5 g par litre et que chez une personne saine, ce risque est impossible chez une personne qui n'est pas diabétique. Donc, le risque d'hypoglycémie n'est pas possible. Bien sûr, une hypoglycémie qu'on définit par une glycémie inférieure à 0,5 g par litre. Donc, ce risque est absent chez une personne saine puisqu'en fait, c'est le foie qui prendra le relais. Donc, tout comme pendant la phase de sommeil, le foie assure une production continue de glucose sur une période de 24 heures. Par contre, ce qu'on peut ressentir pendant le jeûne, particulièrement pendant le premier jour, c'est des sortes de malaise qu'on explique par deux principaux mécanismes. Le premier, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les corps cétoniques. Donc, c'est une ressource d'énergie qui est différente et le corps va mettre un petit peu de temps pour s'habituer à cette nouvelle source d'énergie. Et la deuxième raison, c'est que le corps va être soumis à des taux de sucre qui sont nettement inférieur au taux de sucre habituel dans le sang, particulièrement chez les personnes qui consomment du sucre en grande quantité. Donc, le fait d'avoir une quantité
inférieure va expliquer ce malaise qu'on va décrire dans le langage courant comme étant une hypoglycémie, mais qui n'est pas vraiment une hypoglycémie au sens vrai du terme. Donc, face à cette situation, on a deux solutions. La première, c'est qu'on patiente, vu que ce n'est pas une vraie hypoglycémie, donc son effet sera transitoire. Par contre, si on voit que ça devient très compliqué à gérer, que si c'est une situation qui nous fait souffrir, qu'on n'arrive pas à supporter, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de souci pour rompre le jeûne. La deuxième raison ou la deuxième cause d'hypoglycémie qu'on peut avoir pendant le jeûne, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc ça, c'est une hypoglycémie qu'on observe surtout pendant la rupture du jeûne. En fait, on va avoir une consommation importante en sucre rapide qui va occasionner donc une sécrétion très importante d'insuline. Donc cet excès d'insuline va engendrer de façon paradoxale une hypoglycémie et c'est ce qui se passe quand on va consommer énormément de sucre rapide lors de la rupture du jeûne. Et Houda El-Banani donc vous donnera plusieurs techniques pour rompre le jeûne de façon saine et efficace. La deuxième raison, ou plutôt la deuxième question qui revient souvent pendant le jeûne, c'est la question de l'activité physique. Donc, il faut savoir qu'il n'y a aucun souci à pratiquer de l'activité physique pendant le ramadan, à condition bien sûr de respecter certaines règles. Donc, on peut le pratiquer à n'importe quel moment de la journée, mais la période de préférence, ce sera plutôt 2 à 3 heures avant la rupture du jeûne, tout simplement parce que ça va nous permettre, donc pendant le repas du ftour, de compenser toutes les pertes en eau, en sels minéraux et en sucre occasionnées pendant la période d'activité physique. Il y a aussi une question qui revient très souvent, c'est les personnes qui souhaitent commencer une activité sportive pendant le ramadan. Donc ça aussi, c'est une très bonne idée. Sauf que le début doit se faire de façon assez progressive puisque le corps n'est pas habitué à l'activité physique. Donc ce qu'on conseille en général, c'est de commencer très doucement à la première semaine, par exemple en pratiquant 30 minutes de marche tous les jours pendant la première semaine. Et il faut essayer de faire coïncider donc cette période juste avant la rupture du jeûne, pareil, pour pouvoir réalimenter le corps et refaire le stock en eau et en sucre, parce qu'il faut savoir que le muscle, donc ce qui va surtout utiliser pendant l'exercice physique, ce sera le sucre et l'eau. Donc c'est pour ça que pendant le repas de la veille, le repas du sahur, il faut bien s'hydrater et bien consommer donc une alimentation riche en sucre lent pour faire le plein de réserves de glycogène. Concernant l'hypertension artérielle, donc il y a plusieurs personnes qui souffrent d'hypertension artérielle et qui se posent la question si elles peuvent jeûner ou pas sur le plan médical. Donc les dernières recommandations des sociétés savantes autorisent le jeûne chez les personnes qui sont hypertendues, mais une hypertension qui est équilibrée par le traitement. Donc, effectivement, donc on peut dans certaines situations, donc, avec l'accord du médecin référent, déplacer la prise de médicaments. La plupart des traitements antihypertenseurs, il n'y a aucun souci à les déplacer au soir au lieu du matin. Et chez les personnes hypertendues qui pratiquent le jeûne, ce qu'on recommande, c'est un contrôle tensionnel qui soit quotidien. Et si on est face à une situation où les tensions sont très élevées, dans ce cas-là, soit on rompt le jeûne, ou en cas de doute, on peut contacter notre médecin référent pour nous conseiller. On a aussi une situation qui revient assez souvent, c'est le lien entre le jeûne et le diabète. Donc ici, c'est illustré par deux personnes différentes. Deux personnes différentes. La première, c'est Amine qui a 18 ans, qui dit donc voilà, je suis démoralisé. Mon médecin m'a annoncé que je suis diabétique. Il y a Ramadan qui arrive. Il me dit que je ne dois pas le faire. Et Ahmed, 45 ans, qui lui répond moi, je suis diabétique depuis 5 ans, je le fais, je suis en pleine forme. Les médecins ont tendance à exagérer, tout le monde est diabétique. Donc, il faut savoir que le diabète, c'est vraiment du cas par cas qui peut se manifester on peut avoir plusieurs types de diabète différents que je vais vous montrer donc là dans la diapositive suivante. Effectivement, donc dans le cas de Ahmed, où c'est probablement un diabète de type 1 chez les sujets jeunes, donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très, très risqué de pratiquer le jeûne pendant le mois de Ramadan, donc chez les diabétiques de type 1.
tous les médecins sont d'accord pour déconseiller la pratique du jeûne. Par contre, chez les personnes qui sont diabétiques de type 2 bien équilibrées, à condition de respecter certaines règles, notamment donc un respect du régime diététique, de faire pratiquer des glycémies 2 heures après le repas, au moins une glycémie pendant la période de jeûne. Donc là, il n'y a aucun souci pour pratiquer donc le ramadan chez ces patients-là. Par contre, bien sûr, il y a des règles. Donc, en cas d'hypoglycémie, il ne faut pas attendre, il faut se resucrer tout de suite. Et le deuxième cas, donc si on a des glycémies qui sont très importantes, au-dessus de 2 grammes par litre, dans ce cas-là, soit on adapte le traitement, donc on prend le traitement avant la rupture du jeûne, ou bien on peut alimenter l'alimentation, ou encore, en cas de doute, ben, en parler à notre médecin référent pour nous aiguiller dans la prise en charge. Donc juste, pour dire en fait que dans le diabète, il ne faut pas avoir peur du jeûne, que le jeûne, lorsqu'il est pratiqué de façon équilibrée, donc une alimentation réfléchie et équilibrée, donc bien sûr pas d'excès le soir, notamment en sucre rapide. Donc le jeûne permet un contrôle glycémique optimal chez le diabète de type 2. Il y a plusieurs études récentes qui confirment donc l'efficacité du jeûne, notamment du jeûne intermittent dans le diabète de type 2. Et enfin, donc une question qui revient souvent donc dans le contexte actuel de Covid-19. Donc, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre chez les personnes qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan? Donc, il faut respecter les mesures barrières comme tout le monde, donc c'est-à-dire la distanciation, se porter à 1 mètre, tousser dans son bras, porter un masque de préférence. On a eu de nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui déconseille aux patients malades du Covid-19 de pratiquer le jeûne du Ramadan, donc qui est plutôt un argument de bon sens. Mais il faut pas oublier aussi que le jeûne peut aussi être donc pendant cette période de Ramadan une occasion de renforcer son système immunitaire, puisqu'il y a eu plusieurs récentes études qui ont été donc tout à l'heure on a parlé d'autophagie et des mécanismes donc de renouvellement, notamment des cellules immunitaires. Et il y a aussi donc plusieurs études qui montrent que le jeûne favorise le renouvellement des cellules du système hématopoïétique. Donc, c'est le système en fait qui produit l'ensemble des cellules immunitaires. Donc, tout ça pour dire en fait que le jeûne permet de renforcer son système immunitaire, qu'il ne faut pas, donc dans le contexte de Covid, il ne faut pas avoir peur, bien sûr, en respectant toutes les mesures de sécurité qui sont appliquées à l'ensemble de la population, sauf bien sûr les cas de patients qui sont malades du Covid-19, pour qui donc ça paraît plutôt de bon sens et logique de ne pas soumettre son corps à un état de stress comme celui du jeûne. Voilà. Donc c'était tout pour moi. Donc là, je laisse Houda El Banani vous donner plutôt des conseils pratiques. Donc, comment prendre correctement son repas du ftour, comment organiser ses prises alimentaires, euh, donc pour pratiquer ce jeûne dans des conditions optimales. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. C'était vraiment très, très bien, très clair. Alors, je voudrais partager mon écran pour que je puisse mettre un... Alors, s'il te plaît, Sidi Mohamed. Donc là, ouais, c'est bon, j'ai arrêté. Normalement, ça devrait être bon. Oui. Donc au milieu, tu as un nouveau partage. Tu as une Alors, petite flèche nouveau partage. Ouais. Ben là, il ne me donne pas. Donc, partager. Vous ne pouvez pas démarrer l'écran pendant quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, là, normalement, c'est bon. Oui, donc là, je vais partager mon écran. OK. OK. Partager. Alors, donc, je remonte. Alors, voilà, donc dans 2 jours pratiquement, donc Inch'Allah, on va être au mois de Ramadan. Et bien sûr, après tout ce que vous avez entendu parler, donc vous avez vu un petit peu c'est quoi la finalité du jeûne. Le corps, pendant le jeûne, il va être, c'est une mise au repos
du tube digestif au profit du nettoyage et donc de la détoxination. Et c'est pour cela que pendant le mois de Ramadan, donc pour pouvoir réussir son jeûne et pour que le jeûne atteigne ses objectifs sur le plan médical, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, mental, sanitaire en général, eh bien, il y a une stratégie à mettre en place en termes d'alimentation. Alors, comment s'alimenter pendant le mois de Ramadan? Donc, encore cette année, donc, nous avons un mois de Ramadan où les journées sont un petit plus ou moins longues que les années précédentes. Donc, cette année, Inch'Allah, donc, on aura une journée à peu près 17 heures de jeûne. Et entre la période de rupture du jeûne et la période du suhoor, à peu près 7 heures. Eh bien, dans les repas qu'on doit prendre, étant donné que pendant la journée, votre corps il a détoxiné, eh bien, il faut restituer certains nutriments. Alors, d'abord, le premier nutriment, donc l'eau. Il faut vraiment s'hydrater, ramener de l'eau, ramener une bonne hydratation avec des sels minéraux. Il faut bien sûr ramener des vitamines, des oligo-éléments, des fibres et bien sûr de l'énergie. Parce que tous ces nutriments sont nécessaires au corps parce que nous allons jeûner pendant 30 jours. Eh bien, le corps, il a besoin d'avoir tous les oligo-éléments, entre les outils dont il a besoin pour mener à bien cette opération nettoyage qui est le jeûne. Alors, la première question qui pose, quand le mois de Ramadan survient un petit peu avec des journées longues, combien de repas faut-il prendre par jour? Moi, personnellement, je conseille, est-ce que donc 3 repas, donc un fautor, le repas de rupture de jeûne, Isha et un suhoor, ou bien 2 repas et entre les deux, on peut mettre une collation. Moi, personnellement, je conseille 2 repas en se basant sur la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il évoquait le mois de Ramadan et quand il évoquait l'alimentation pendant ce mois, eh bien, il parlait que de repas, sachant qu'on est en période de jeûne. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, ce n'est pas une période de festin, c'est une période où il faut manger le moins. Donc, 2 repas. Le premier repas rupture du jeûne. Excuse-moi de te couper, Houda. Parce que tu mets le doigt sur ton micro et on a du mal à t'entendre. D'accord, oui. Pour éviter de le remuer. Merci. D'accord. Donc, 2 repas sont conseillés, c'est-à-dire le premier repas, c'est le fautor. Ensuite, le dernier repas, suhoor, et entre les deux, une petite collation avec des boissons, donc majoritairement l'eau ou des jus entre les deux. Alors, la culture a adopté, la stratégie à adopter pendant cette alimentation du ftor, donc en soirée, eh bien, c'est une stratégie donc aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs. D'abord, une bonne hydratation. Et une bonne hydratation, ramener de l'eau. Donc, il y a plusieurs façons de ramener de l'eau. Faire des préparations, des aliments qui contiennent déjà donc de l'eau. Par exemple, les soupes, les bouillons de soupe, le café bien sûr, le thé. Aussi donc la consommation de légumes. Ça, c'est pendant le repas du ftor. Donc, ramener à manger les légumes. Malheureusement, les légumes sont très peu mangés pendant le mois de Ramadan au détriment de tout ce qui est sucré, les féculents et aussi des fruits. Donc, les légumes sont un peu, il faut penser à ramener donc à manger les légumes pendant ce premier repas, donc qui ramène des vitamines, des fibres, sous forme de légumes, donc cuits et crus, aussi des salades de fruits ou des salades mélangées fruits et légumes, bien sûr crus et cuits pour amener les 2 types de fibres. Donc, quand on amène des légumes cuits ou des légumes crus ou les fruits qui sont généralement crus, eh bien, on ramène une diversité de fibres solubles et les fibres insolubles qui sont très, très importants pour notre transit intestinal. Alors là, c'est un exemple, donc je mets ici un petit peu un exemple d'erreur alimentaire que nous pratiquons parce que nous avons Ramadan aussi, donc c'est une saison il y a des habitudes, il y a une culture aussi selon nos cultures. Donc, on a certains mets qu'on prépare spécialement pendant Ramadan et
les associations. Donc là, vous avez une table de fautor qui est très riche en féculents, qui est très riche en sucré. Et c'est ça vraiment l'erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire que le repas du fautor, il ne doit pas être très riche en sucré. Et vous venez de l'entendre, c'est pour justement donc éviter cette charge, de ramener une forte charge en sucre. Parce que quand vous ramenez une forte charge en sucre, ça crée des hypoglycémies réactionnelles. Parce que vous ramenez d'abord un repas chargé en sucre, vous ramenez aussi un repas qui est riche en féculents, donc tout ce qui est les crêpes, tout ce qui est les gâteaux, eh bien, ça va entraîner des flatulences, ça va entraîner des ballonnements, ça va entraîner vraiment un inconfort digestif. Et vous voyez que là, à part vraiment la soupe, eh ben, tout le reste, c'est vraiment, donc, sa place n'est pas au niveau de fautor. Donc, il faut le changer par un exemple comme ça. Donc, le repas du fautor, plébisciter plutôt des légumes avec des viandes. Ça peut être des viandes blanches, ça peut être aussi donc, des escalopes, ça peut être du poisson, ça peut être une salade complète où vous allez ramener encore une fois de l'hydratation, des sels minéraux, des fibres, des vitamines. Pensez que votre corps, il va encore, le lendemain, il va rejeûner, c'est-à-dire qu'il va détoxiner, qu'il va nettoyer et il a besoin de ramener tous ces nutriments, tous ces oligo-éléments pour l'aider à mener cette opération de détoxination à bien. Bien sûr, avec de l'eau. Alors, pour donc les aliments sucrés, de préférence, à la fin du repas du fautor, et même ce serait mieux de les décaler, de les ramener comme une petite collation. Donc vous pouvez ramener une touche sucrée soit sous forme de fruits, de légumes, soit sous forme des smoothies, des jus. Alors donc j'ai marqué vibration élevée, c'est-à-dire que ces aliments-là ils vont ramener certes une touche sucrée, mais ils vont aussi ramener beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux, beaucoup d'oligo, donc éléments dont on a besoin. Donc la vitamine C notamment, ils vont ramener aussi du zinc, du cuivre, du sélénium. Donc tout se trouve dans les fruits et les légumes. Eh bien, donc, comme Ramadan aussi, donc, il est lié à des traditions culturelles, donc il est connu par certaines préparations de sucrés, donc notamment au niveau des gâteaux, eh bien, c'est pas mal de manger quelques gâteaux, soit accompagnés de thé ou de café, bien sûr. Il vaut mieux ne pas sucrer son café et son thé et rapporter le sucré par le petit gâteau que vous allez manger. Sachant que vous avez déjà mangé auparavant repas, donc vous avez mangé les légumes, vous avez mangé de la viande, et bien là, vous n'allez pas, donc la quantité de gâteaux que vous allez consommer doit être très modérée. Ça va être 1 à 2 voire 3 petits gâteaux. Donc, ça reste quand même, c'est vraiment agréable et c'est le côté affect parce que quand même le goût sucré, notre cerveau aime le sucré et donc lui rapporter ce goût sucré sous cette forme-là avec ses douceurs. Alors, pour le repas du suhour, la stratégie du suhour, c'est là où il faut ramener les féculents. Parce que là, vous allez commencer une nouvelle journée de jeûne, c'est-à-dire qui dure 17 heures. Bien, vous avez besoin de ramener des aliments qui vont pouvoir maintenir l'énergie pour que vous puissiez gérer en termes énergétiques toute la journée. Et justement, pour éviter les hypoglycémies. Donc, les féculents, vous les ramenez, donc ça fait comme un petit déj classique. Donc, il y aura du pain, soit des crêpes, soit voilà, donc des brarir, des msemmen, selon un peu les traditions. Ramenez aussi, pensez aux fruits secs. Donc, les fruits secs aussi, ce sont des aliments qui sont à haute densité nutritionnelle, qui ramènent des oméga 3, qui ramènent aussi des vitamines, qui ramènent aussi du fer, du sélénium, du zinc, du magnésium. Eh bien, on a besoin de ces aliments. Vous pouvez aussi donc avoir recours aussi aux produits laitiers mais fermentés, par exemple le lben, donc qui est riche en probiotiques. Ça aussi, c'est pas mal pour le repas de suhour. Et vous pouvez aussi donc faire un petit déj, un petit peu comme vous voyez, un peu salé avec soit du fromage, des œufs ou finir donc avec des fruits. Donc, vous avez un peu le choix. Donc, pendant le fautor, c'est les fibres, c'est les légumes, c'est les fibres, donc les minéraux, les vitamines, les sels minéraux et des protéines, donc l'énergie. Et pendant le suhour, c'est des féculents. C'est là où il faut mettre les féculents.
Et vous allez voir, donc, même au niveau de votre transit intestinal, donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus confortable que si vous mangez les féculents pendant le repas du ftar. Alors, ce qu'il faut éviter pendant la rupture du jeûne, donc, plébisciter plutôt les dates, comme dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, date. Pourquoi la date? Ben, la date, c'est un aliment qui va vous ramener l'énergie qu'il faut. Juste, voilà. Alors, à la rupture du jeûne, vous êtes donc, votre glycémie est au plus bas. Donc, le taux de sucre dans le sang est au plus bas. Donc, vous êtes dans un état d'hypoglycémie, mais qui est tolérable. Donc, et même chez certaines personnes, on voit donc un petit peu qui commencent à trembler tout ça. Eh bien, à la rupture du jeûne, le mieux, c'est de ramener les dates. Les dates permettent la normalisation rapide de la glycémie, vraiment sans qu'il y ait un pic d'insuline. Pourquoi? Parce que tout simplement, la date, quand vous regardez la composition de la date, donc les sucres, donc, elle contient un mélange du glucose, du fructose et du saccharose. Ces trois sucres, quand vous consommez une date au moment de la rupture du jeûne, donc ça ne fait pas un pic donc, de glycémie, donc ça fait remonter lentement la glycémie donc, et la ramener rapidement à l'eau normale parce qu'il y a les fibres et il y a toutes les vitamines sans faire un pic d'insuline. Donc, et c'est pour cela que l'idéal pour la rupture du jeûne, c'est de le faire avec les dates pour normaliser sa glycémie et vous permettre de donc faire d'abord votre prière tranquillement et revenir pour prendre votre repas tranquillement. Alors, quand vous, malheureusement, ça je l'entends dans les questions, les personnes qui vont passer directement au jus ou bien au soda ou au café, eh bien là, ils ramènent une charge sucrée qui est trop importante d'un seul coup et ça va donner une fausse satiété au niveau du cerveau. Donc, ça va donner une saturation en sucre qui va envoyer un signal qu'il y a une satiété alors que la personne vraiment n'a réellement pas mangé ce qu'il faut. Donc, la personne, quand elle va boire, quand elle va commencer avec le sucré, donc elle va avoir l'impression d'être rassasiée et ce qui va se passer par la suite, elle va grignoter toute la soirée. Donc, elle va grignoter par petits bouts et c'est là où ça amène vers ces états désagréables où les personnes vont se plaindre de la constipation, du ballonnement, de la flatulence et de la fatigue aussi, donc pendant ce mois de Ramadan. Évitez aussi donc les fritures parce que pensez que pendant la journée, votre corps il est en train de détoxiner, il est en train de faire une opération nettoyage. Donc, le soir, il faut lui ramener les aliments qui vont lui donner encore plus l'énergie, pas des aliments qui vont lui ôter l'énergie. Les aliments comme ça, donc les produits malheureusement sucrés avec donc un mode de cuisson tel que la friture, eh bien, vous modifiez la nature des aliments et donc vous donnez à votre corps voilà, donc, du travail en termes énergétiques, c'est-à-dire que la digestion va être longue. Donc, évitez vraiment, tant que possible, à votre corps pendant le mois de Ramadan, prenez vraiment des aliments propres. C'est ce qu'on va voir ici. Là aussi, à ne pas consommer, pas que pendant le Ramadan, mais aussi en dehors. Évitez les produits transformés, les produits ultra transformés, donc les produits industriels. Ces produits-là, ils ne ramènent pas de l'énergie. Il n'y a pas de vitamines dans ces produits. Il n'y a pas de fibres. Il n'y a pas d'oligo-éléments, les nutriments dont vous avez besoin. Donc, ce sont des produits qui sont au contraire, donc il y a des additifs alimentaires, donc il y a des conservateurs, il y a des épaississants, il y a des exhausteurs de goût, il y a des colorants, des conservateurs. Eh bien, ce sont des toxines. Donc, c'est un peu contre-productif. Votre corps, pendant la journée, il est en train de nettoyer et le soir, vous lui ramenez une alimentation qui est polluée, qui est truffée de toxines. Donc, pensez vraiment à manger de manière saine. Pareil, toutes les viandes ultra transformées, ça, c'est à prohiber. Encore une fois, pas pendant le mois de Ramadan, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ce sont des produits qui sont transformés, qui sont riches en nitrites, en nitrates. Ce sont des produits cancérogènes qui donnent le cancer du côlon. Eh bien, évitez ces produits-là. Achetez vraiment, prenez des viandes qui sont fraîches, des viandes vraiment, rabattez-vous vers
poissons, vers les viandes blanches, vers les œufs, vers vraiment des produits naturels qui ne sont pas transformés. Pareil, tous ces cubes, donc tous des outils, soi-disant, des aides de cuisson, ce ne sont pas des aides, donc c'est des produits chimiques. Les sauces aussi, évitez. Donc, vraiment, la meilleure façon d'aider votre corps est Ramadan. Donc, Ramadan, vraiment, le mois de Ramadan, c'est le moment de changer son comportement alimentaire, changer ses habitudes et opter pour une alimentation qui est saine, avec des produits naturels que vous achetez naturellement et que vous préparez vous-même. Pareil, les jus, voilà, donc les jus, faites vos propres jus, vos smoothies vous-même, donc vous les mixez et vous les buvez, c'est beaucoup plus frais. Excuse-moi, Huda, on va essayer de conclure. On se prend encore peut-être 3-4 minutes. Je ne sais pas s'il te reste beaucoup de slides à parcourir. Non, je vais finir avec celle-là. Encore une fois, donc là, on rentre dans une période de jeûne. Malheureusement, ce qu'on remarque aussi, c'est que pendant le mois de Ramadan, les gens, ils passent beaucoup, enfin, il y a beaucoup, les gens, surtout les femmes, des fois passent beaucoup de temps dans la cuisine à préparer les repas, à préparer beaucoup de repas parce que les gens ont faim, donc ils commencent à avoir des sensations, ils préparent plusieurs mets. Et des fois, donc, ça fait que ça génère un gaspillage. Donc, encore une fois, le mois de Ramadan, c'est pas un mois de festin. C'est un mois vraiment où il faut être très, très simple, très frugal, manger vraiment le plus simplement possible, 1 à 2 plats maximum et de manière vraiment bien ciblée, telle que vous l'avez entendu, pour justement éviter cette posture. Et ça va, et je vais finir avec ce slide-là, pour éviter cette posture-là, malheureusement. Après donc, donc la rupture du jeûne, les gens, ils ont tellement mangé, tellement les mélanges aussi, c'est une autre paire de manches, donc des mauvaises habitudes alimentaires, eh bien, ils se retrouvent dans cette posture-là. Eh bien, c'est pas une posture qui va amener une spiritualité, qui va amener la personne à être dans le khushu', dans la salat. Donc, encore une fois, Ramadan, c'est un mois de purification, aussi bien sur le plan physiologique, psychologique et aussi sur le plan spirituel. Et ça commence par une alimentation vraiment qui est propre et naturelle. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je remercie aussi l'association Sésame pour tous ses efforts. Merci beaucoup. Merci Huda et merci Smahoud pour cette présentation très très riche et pour tous ces précieux conseils qu'on ne manquera pas de mettre en application lors du mois de Ramadan. Donc on va maintenant passer à un temps d'échange en prenant les questions que vous avez posées via le chat. Donc première question, les effets du jeûne ne sont-ils pas biaisés par le fait de le rompre le soir? Donc, qui de vous va répondre à la question? Je vais prendre la question. Les jeûnes, donc comme ça a été mentionné par Si Mohamed, c'est une pratique d'abord thérapeutique. C'est bénéfique pour le corps. Alors non, ma réponse, donc c'est pas biaisé si on prend le soin de choisir les aliments qu'on va utiliser pour la rupture du jeûne. Si par exemple je vais manger des choses qui sont de la friture, si je vais manger des choses qui viennent de l'industrie alimentaire, qui sont ultra transformées, là je vais biaiser carrément le jeûne. Mais si je prends le soin de préparer une alimentation naturelle, une soupe ou une salade ou voilà, ou donc des légumes accompagnés avec une viande ou autre, si je prends le soin de préparer ma nourriture et que je la prépare moi-même de manière saine, naturelle, eh bien, je ne biaise pas. Donc, au contraire, le bonus du jeûne, il se prolonge. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Donc, sachant qu'on a 30 jours, donc c'est pour cela qu'il faut vraiment apporter ce soin à ce que vous allez manger le soir. Ok, merci. Autre question, à quel moment le jeûne devient-il risqué pour une personne diabétique qui prend son traitement très tard et très tôt, donc dans l'intervalle de temps où il est autorisé de manger? D'accord.
Donc, comme je l'avais dit, donc vraiment le diabète, c'est une situation, c'est vraiment du cas par cas. Donc, faut bien préciser déjà le type de diabète, s'il y a d'autres complications du diabète, et surtout la nature des traitements. Parce que ça, donc il y a des traitements qui sont très différents dans leur mode d'action. Il y a des traitements qui peuvent donner des hypoglycémies. Il y a des traitements qui sont très bien tolérés. Donc ça, c'est une question qui est assez personnelle et il faut savoir donc le type de diabète, donc l'état général de la personne et surtout les traitements précis qui sont pris. Donc c'est difficile de donner comme ça une réponse générale qui s'applique à tout le monde. Ok, Après, merci. il y a certains médicaments où il y a aucun problème à déplacer donc la prise du matin, à la prendre pendant le phtor. Par exemple, un schéma où on prend un médicament le matin et le soir, déplacer donc la prise au phtor et au suhoor. Donc pour plusieurs médicaments, il y a pas de souci, pas de problème. Ok, merci. Autre question, quel conseil pour bien s'hydrater? Quel type de boisson et à quel moment? Alors, pour bien s'hydrater, c'est vrai que la meilleure boisson, c'est l'eau. Alors, entre les deux repas, le fautour et le sohor, c'est vrai que c'est cette période-là donc, où il faut s'hydrater le plus et boire l'eau vraiment de manière par petite gorgée. Ça, c'est en ce qui concerne l'eau. On peut aussi s'hydrater avec les aliments qu'on prépare. Par exemple, une soupe. Les soupes, donc l'eau est vecteur, donc tous les nutriments donc ils sont ramenés dans ce où il y a l'eau. Les légumes, c'est pour cela, donc les salades. Plus vous consommez des salades, que ce soit des crudités, des crudités, eh bien, les salades, légumes, ils regorgent d'eau. Donc, quand vous mangez vraiment, vous consommez les légumes, eh bien, vous augmentez votre taux d'hydratation. Et bien sûr, vous pouvez préparer encore une fois, donc éviter les boissons industrielles, préparez vos propres jus, faites vos propres mélanges. Eh bien, là aussi, c'est hydratant. Ok, merci. Donc, tu as parlé d'eau. On a justement une question sur le sujet. Quelle est la meilleure eau conseillée en bouteille? Quelle marque ou eau du robinet? Alors, la meilleure eau, moi, personnellement, ce que je conseille, c'est les eaux qui sont moins minéralisées. C'est-à-dire, quand on regarde la composition minérale et quand on regarde le résidu sec sur la bouteille, donc quand le résidu sec est inférieur. Par exemple, si on prend Evian, le résidu sec, c'est aux alentours de 300 mg par litre de résidu sec. Quand on prend une eau comme Montroucous, par exemple, eh bien, vous voyez que ce résidu sec, il tombe vers 15 mg pour 100 millilitres. Vous voyez? Donc, c'est pour soulager le rein. C'est vrai, donc, les reins, parce que c'est au niveau de rein où il y a un grand impact. Il vaut mieux aller vers des eaux faiblement minéralisées et de ramener donc les minéraux via l'alimentation. Après, est-ce qu'embouteillé ou pas, c'est vrai que le plastique, ce n'est pas un très bon contenant de stockage et de conservation parce que donc, c'est avec tous les problèmes des perturbateurs endocriniens. Il faut bien sûr éviter, voilà, donc, ou bien quand vous achetez, transvaser sur un broc d'eau en verre, ou bien voilà, donc si vous avez un moyen de filtrer l'eau, voilà, donc, oui. Ok, L'eau de merci. robinet, ça dépend des régions en fait. Donc les régions, donc il y a des régions où l'eau, donc la composition bactériologique, minéralogique est bonne, et dans des régions malheureusement c'est des eaux qui sont traitées, recyclées, retraitées. Bon, donc ça dépend des régions en fait. Ok, merci. Autre question. Comment éviter les grosses migraines et les coups de pompe en journée et notamment les premiers jours de jeûne? Euh, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, donc les premiers jours de jeûne, donc donc c'est une période où en fait le corps va s'adapter à une nouvelle source d'énergie, donc qui est constituée par les corps cétoniques. Donc c'est le cerveau qui va en souffrir au début puisqu'il va avoir du mal un petit peu à s'habituer
à cette nouvelle source d'énergie. Après, l'avantage, c'est que c'est une période qui normalement est transitoire. Donc c'est une période qui évalue entre 3 et 5, les 5 premiers jours du Ramadan, on peut avoir ces effets de migraine. Voilà. Après, donc, comment prévenir la migraine? Par exemple, la première chose, déjà, vérifier son hydratation. Déjà, l'une des premières choses, donc bien s'hydrater la veille, donc, pendant le repas du ftour. Après, donc la migraine, elle peut avoir aussi plusieurs différentes causes et donc ça fait partie oui, ça peut être un élément de réponse. Ok, merci. Comment maintenir 3 repas la nuit avec une digestion presque nulle? Une digestion presque nulle, c'est-à-dire Nulle. Alors, on a une petite précision entre parenthèses, parasympathique. un malaise vagal. Est-ce que la personne fait un malaise vagal, par exemple? Je ne sais pas, j'ai pas plus de Alors, précision. c'est une question qui revient. Moi aussi, j'entends beaucoup ça. Au fait, ce qui se passe, c'est que les gens, des fois, pendant le ftour, ils ont soit très faim, donc ils vont consommer une grande quantité d'un seul coup. Et ça peut occasionner un problème digestif. Ça peut entraîner, et surtout quand on a trop mélangé. Il y a du sucré, il y a des féculents, il y a des fritures. Donc, la digestion, elle est très, très longue et très compliquée. Alors, la meilleure façon moi, ce que je conseille, c'est de fractionner. Le fractionnement, c'est-à-dire, n'essayez pas de tout manger d'un seul coup. Prenez par exemple, donc vous avez rompu le jeûne et prenez quelque chose de simple. Par exemple, vous prenez une soupe et vous marquez un temps d'arrêt et après vous reprenez derrière. Et donc ça allège la digestion. Les gens qui vont prendre d'un seul coup en bloc, c'est là où il y a ce problème de malaise vagal. Parce que le corps, encore une fois, il est en détox toute la journée. Donc, il a jeûné pendant 17 heures. L'estomac était vide pendant 17 heures. Et d'un seul coup, il reçoit une énorme quantité d'aliments qui viennent en bloc. Et surtout quand il y a des mélanges, parce que c'est les mélanges qui créent les problèmes, c'est les associations, les mauvaises associations. Donc, ça entraîne, et les aliments n'ont pas la même vitesse de digestion. Si vous mangez les viandes, donc, et après vous enchaînez derrière des fruits, donc ça fait que ça ne se digère pas à la même vitesse. Donc, forcément, la personne, elle va rester 4 heures, 5 heures avec ce malaise. Et c'est ce que les gens donc remontent. Donc, optez pour une alimentation simple. La stratégie, c'est comme je l'ai indiqué, c'est les légumes pendant le ftour avec un peu de viande et le sucré un peu décalé et les féculents vers sahur. Vraiment. Donc, c'est ça la bonne stratégie qui marche et qui fait que les personnes, ils se sentent légers, vraiment, et ils profitent du bénéfice du détox qui se passe pendant la journée. Parce que c'est ça, en fait. Si Allah Azza wa Jal nous a donné ce moyen, nous a imposé de jeûner pendant 30 jours, c'est pour pouvoir mettre le corps dans une convalescence de détox, pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir le libérer de ces toxines. Et c'est pour cela qu'au début, il y a ces migraines que tu as citées tout à l'heure, parce que le corps, il est en train de détoxiner et ça circule dans le sang et ça donne ces céphalées, ça donne ces migraines. Donc, la stratégie, c'est de pouvoir opter pour une alimentation simple et de fractionner. Ne mangez pas tout en bloc. D'accord. Et combien de temps on peut laisser entre les différentes prises alimentaires environ? Ça peut être donc jouer vraiment le milieu. Donc, vous mangez une petite fraction au départ. Après, vous faites votre salade isha et tout ça. Vous marquez une petite pause et après, vous complétez. Enfin, chacun va trouver son rythme, en fait. Il y a aussi des petits mangeurs. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, je mange vraiment que pendant le fautor. Et c'est bon. Et après, c'est jusqu'au sahur, je vais boire que un jus ou quelque chose. Ça dépend de tout et chacun, en fait. Mais la règle, c'est de ne pas surcharger d'un seul coup l'estomac. C'est ça l'erreur.
quand on surcharge d'un seul coup l'estomac parce que on a faim, parce que toute la journée, voilà, c'est là où ces problèmes se posent d'indigestion et d'inconfort. Ok, merci. Est-ce que la chaleur de la cuisson dénature les aliments, notamment les enzymes, vitamines, etc.? Alors, par exemple, la vitamine C, elle est très sensible à la chaleur. Et c'est pour ça que les légumes, faites un mix. Mangez un peu de légumes crus et les légumes cuits. Si vous mangez que des légumes cuits, c'est-à-dire que au niveau de la vitamine C, donc elle est très sensible à la chaleur. Donc si vous voulez, donc l'apport nutritionnel il est faible. Donc quand vous allez les manger cuits. Donc compensez avec des fruits. Bien sûr les fritures donc dénaturent la composition. Quand je vois par exemple des personnes qui vont faire des viandes panées, des poissons panés comme ça fait maison et après frire, et ben ça fait donc avec de la chapelure, et ben le mélange chapelure avec donc les protéines des viandes, la chapelure, dont la chapelure c'est des glucides, donc c'est de l'amidon et la friture, et ben ça fait un complexe qui est très donc ce qu'on appelle l'acrylamide, qui est très dangereux sur le plan enfin qui est très très dur à digérer. Vous voyez, donc là, vous donnez du travail à votre estomac. Donc ça, vous perdez le bonus. Si c'est par exemple c'est du poisson, ben prenez-le, donc faites-le au four ou bien une grillade, c'est mieux. Le mode de cuisson, bien sûr, donc il est très important. Optez pour des cuissons soit à l'étuve, comme le style tagine, où vous mettez vos viandes et vos légumes à l'étuve, soit une cuisson vraiment au four aussi, ou bien donc une grillade, mais sans que ça soit, sans que ça soit carbonisé. Une grillade, par exemple, sur une planche électrique, c'est bien. Évitez la friture. Donc, la friture, c'est vraiment à prohiber, vraiment. Parce que c'est contre-productif avec la détox, avec le jeûne. Donc, vous nettoyez dans la journée et vous salissez le soir. C'est un petit peu paradoxal. Merci. Est-ce qu'on a des conseils à donner concernant le sommeil et notamment pour les personnes qui travaillent? Alors, donc, le sommeil, c'est vrai que c'est une problématique qui est très récurrente pendant Ramadan. Alors, pour les personnes qui ne sont pas, enfin, qui travaillent, qui ne sont pas en confinement, justement, donc il y a deux cas de figure cette année. Il y a les personnes qui vont être confinées et qui vont avoir tendance à passer toute la journée en sommeil. Ça, il faut pas tomber dans ce piège. Donc, il faut organiser sa journée pour ne pas être tout le temps en train de dormir, parce que comme on est à la maison, on ne sort pas. Et les personnes qui travaillent, au fait, il faut, comme avec le changement du mode alimentaire et le changement du rythme de vie, parce qu'on se réveille pour ça fait que la nuit de sommeil, elle est un petit peu coupée. Eh bien, il faut rattraper avec une sieste. Ça, c'est impératif parce que quand même, les journées sont longues. Eh bien, si la personne elle a besoin de 8 heures de sommeil et que bon, elle va dormir que 5 heures parce qu'elle va se réveiller pour et après elle va repartir travailler, eh bien, quand elle rentre de son travail, eh bien, il faut s'aménager une sieste. C'est important parce que notre cerveau, lui, ce qu'il lui faut, c'est son quota de sommeil. C'est le nombre total de sommeil. Même si on le rapporte de manière fractionnée, il faut que ça soit les 8 heures. C'est-à-dire dans le Nictémer, dans les 24 heures, il faut qu'il ait dormi 8 heures. Ok. Je ne sais Merci. pas si Autre question. Ouais. Les légumineuses sont-elles conseillées? Si oui, à quel repas? Plutôt ftour ou sahur? Alors, elles peuvent être à cheval, au fait. Ça dépend comment on va les présenter. Si les légumineuses, c'est tout ce qui est pois chiches, c'est les lentilles, sachant qu'elles ramènent des protéines. Donc, on peut les mettre dans le store, mais pas en grande quantité. D'accord? Mais parce que c'est des féculents, ça fait partie des féculents. Les légumineuses sont dans le groupe des féculents, sauf qu'ils ont ce bonus qu'ils sont pourvoyeurs aussi de protéines d'origine végétale, ce qui est pas mal sur le plan nutritionnel. Donc, on peut, par exemple, si j'ai pas envie de manger de viande, on n'est pas obligé de manger la viande chaque jour, ben, on peut la remplacer avec les légumineuses.
et donc faire une salade ou un plat composé légumes et légumineuses. Et bien sûr, au niveau du suhoor, sont les bienvenus. Donc, soit sous forme voilà, donc de polenta, par exemple, de soupe ou de purée ou sous forme de… donc, il y a différentes préparations dans lesquelles on peut trouver des légumineuses. Et bien, pendant ce suhoor, c'est pareil. Donc, c'est des féculents et en même temps, ça ramène des protéines. Par exemple, pour les personnes sportives, c'est vraiment les légumineuses et les fruits secs. Ce sont les aliments phares pour eux, pour pouvoir avoir tout l'arsenal d'oligo-éléments dont ils ont besoin, surtout. Ok, merci. Peut-on faire la rupture du jeûne avec des dattes et du lait fermenté? Alors, la seule association qui est correcte, si on peut dire les choses sur le plan nutritionnel, c'est le lait et les dattes, et bien sûr le lait fermenté. L'association fruits-lait, c'est à prohiber, c'est ce qu'on voit dans les smoothies. Ça, il ne faut pas, parce que le lait ramène donc protéines et les fruits sont acides, donc c'est antinutritionnel. Par contre, le lait et les dattes, c'est la seule association protéines-sucre qui est vraiment bénéfique pour le corps et selon les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui conseillait ce mélange pour à l'époque pour les voyageurs qui rentraient, donc qui venaient, donc il accueillait ces voyageurs, c'est surtout les commerçants avec cette association dattes et lait. C'est justement parce que ça permet de se requinquer, ça permet de récupérer rapidement, donc de la fatigue du voyage. Bien, oui, donc la réponse c'est oui, donc on peut faire rompre le jeûne avec du lait et des dattes. Ok, merci. On a deux questions auxquelles on a déjà apporté quelques éléments de réponse lors de vos interventions. Les jus pressés à base de fruits et légumes sont-ils à privilégier au moment de la rupture ou plus tard durant le repas? Et les fruits coupent la digestion, quand faut-il les manger? Ben justement, quand on ramène, c'est pour cela qu'il est vraiment important de ne pas ramener une charge sucrée au départ. Parce que quand les gens commencent par le jus de fruits, même s'il est pressé, même s'il est frais, vous ramenez une charge de sucre qui est très importante. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il va percevoir? Donc, il est sensible au sucre. Donc, il va envoyer, surtout si c'est un grand verre, ben, il va envoyer de la satiété. C'est pas vrai. Donc, vous allez avoir cette sensation que vous êtes rassasié, alors que ce n'est pas vrai. Donc, du coup, ça va entraîner derrière des grignotages. Donc, le mieux, c'est de rompre son jeûne, pas avec les jus équivalents. Donc, il y a des personnes aussi, donc j'entends ça, qui n'aiment pas les dattes ou qui ne mangent pas les dattes, ou bien d'aller directement vers les légumes, vers le repas. Et ramener le fruit, donc le jus de fruit après. L'association légumes-fruits, elle est très conseillée parce que les légumes ne contiennent pas de sucre. Vraiment, en moyenne, ils sont à 4-5%. La teneur des légumes en sucre, elle est très faible. Donc, ce qui fait, ça fait une bonne balance entre les sucres, le fructose, donc le sucre qui se trouve dans les fruits, et donc le mélange, par exemple un smoothie légumes-fruits, eh bien, il va équilibrer la teneur de sucre et ça va être bien. Donc, ça ne va pas faire une montée comme ça de glycémie qui va entraîner une montée d'insuline. Au contraire, c'est conseillé. En plus, dans le smoothie, il y a aussi les fibres. Donc, c'est conseillé. C'est un mélange qui est conseillé mieux que la centrifugeuse. Moi, je déconseille la centrifugeuse parce que vous jetez ce qui est intéressant, donc la pulpe qui contient les fibres, et vous gardez que de l'eau avec les sucres. Donc, il vaut mieux mixer vos fruits dans une centrifugeuse avec de l'eau et que vous consommez tout. Vous consommez et la pulpe, enfin, je ne parle pas de la peau, sauf s'ils sont bio. S'ils sont bio, vous pouvez mixer le tout. Bien sûr, pas la banane. Mais s'ils sont bio, vous pouvez les mixer avec leur peau.
Mais s'ils ne sont pas bio, donc, et que vous épluchez, ben, vous gardez la pulpe. Voilà, donc il y a les fibres et vous consommez tout. Donc, nutritionnellement, c'est conseillé, c'est beaucoup mieux. Ok, donc on va prendre rapidement les deux dernières questions qu'on a. Pourquoi l'association fruits-lait est-elle déconseillée? Et que pensez-vous du jus d'avocat au lait? Donc ça, c'est la première question. En réalité, il y en a deux. Et une autre personne qui demande, peut-on continuer à allaiter en jeûnant? Je te laisse répondre, si Mohamed, pour l'allaitement. Donc la question c'était est-ce qu'on peut continuer à allaiter en jeûnant? Ben, Oui. donc les dernières recommandations, donc que ce soit pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, donc c'est unanime pour dire que c'est plutôt déconseillé donc de pratiquer le mois de Ramadan. Donc ça c'est donc pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Ok, ça Donc marche. Et c'est un peu donc pour la femme qui allait, ben il faut donc assurer un besoin donc le fœtus va avoir des besoins continus qu'il faut assurer tout au long de la journée. Il a pas forcément le même métabolisme donc que la femme donc qui allait. C'est pour ça qu'il faut que c'est déconseillé donc pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent de pratiquer le mois de Ramadan qu'on pourra rattraper par la suite. ok, merci. Alors, pour l'association fruits et lait, c'est une association qui est antinutritionnelle. Le lait contient des protéines, donc la caséine, et les fruits contiennent les acides, donc sont acides en général. Eh bien, l'association, les protéines avec les acides, ça fait coaguler les protéines. Et donc, c'est vrai que c'est des mélanges que beaucoup, dans nos traditions, on voit beaucoup de jus à base, donc des smoothies à base de lait. Eh bien, c'est antinutritionnel pour la simple raison, ça fait une indigestion. Quand ça arrive à l'estomac, ça donne du travail à l'estomac parce que ce n'est pas compatible. La vitesse de digestion des protéines avec le sucre des fruits, donc ça ne se digère pas à la même vitesse. Donc, ça va donner des ballonnements, ça va donner des flatulences et ça va donner des fermentations. Et ça va donner aussi donc des fois des douleurs carrément, un petit peu des indigestions, donc un inconfort. C'est pour cela que c'est déconseillé. Pareil, donc l'avocat avec le lait. Alors, l'avocat donc, est plutôt riche en oméga 3 grasses, mais ça contient quand même certains acides. Au fait, la règle, si on veut vraiment bénéficier au niveau assimilation, c'est-à-dire au niveau de notre intestin et aussi au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac, il faut faciliter le travail. Il faut donner à votre estomac des produits qui vont être digérés sur le champ, qui ne vont pas rester à fermenter, à attendre. Et pour cela, il faut faire attention aux associations au mélange. Il y a des associations qui sont antinutritionnelles et que malgré donc que c'est bon goût, c'est comme le café au lait. Le café au lait, donc c'est une boisson vraiment internationalement appréciée par tout le monde. Sauf que c'est une association qui est antinutritionnelle. Et antinutritionnelle, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas au niveau assimilation des bénéfices par exemple, les fruits. Vous mangez les fruits pour pouvoir assimiler les vitamines, les minéraux, les fibres. Eh bien, quand vous les mélangez avec le lait, eh bien, vous perdez ce bonus-là. Parce que vous les avez pris, vous avez fait un mauvais mélange. Il vaut mieux boire le lait tout seul et prendre les fruits et manger les fruits tout seul. Soit vous les mixez ou vous les mangez comme ça en les croquant, mais pas le mélange. Même pour les végétaux, parce que j'ai assez souvent cette question, même le lait végétal, c'est vrai que donc il vaut mieux ne pas faire les mélanges. Parce que aujourd'hui, le gros problème des personnes au niveau de leur santé, au niveau de leur digestion, c'est au niveau des mélanges, en fait. Ok. On a une dernière question qu'on va prendre avant de clôturer. Est-ce que le thé absorbe le fer? Oui, le thé donc gêne à l'absorption du fer. Par exemple, on sait que pour donc les personnes qui prennent des supplémentations en fer, on leur dit de le prendre à distance d'une consommation de thé. Donc le thé gêne l'absorption du fer au niveau du tube digestif.
C'est pour Ok, cela qu'il faut le prendre, il faut le prendre plus loin du repas, le thé. Il ne faut pas le prendre avec le repas. d'accord. Il y a une personne qui demandait si on pouvait continuer à faire de l'activité physique. Je pense qu'on avait répondu que oui pendant la présentation. Donc, Oui, ce au n'était pas contraire. incompatible, jeûne et pratique Au d'activité. contraire, l'activité physique potentialise le jeûne, Mm. potentialise vraiment la détox. Le bénéfice est multiplié par 2. Et ça, les sportifs, ils le savent. Les personnes qui sont habituées à s'entraîner pendant Ramadan et même en jeûnant, ils sont vraiment, ils ressentent leur performance. Mm. Ok, on va peut-être s'arrêter là, il est 22h14. Merci à tous les deux pour la qualité de vos interventions et pour tous les précieux conseils que vous nous avez donnés. Normalement, on n'a pas de raison pour ne pas passer un mois de Ramadan dans de bonnes conditions, donc il n'y a plus qu'à appliquer. Donc voilà, et puis on espère que tous les participants ont apprécié ce moment. On espère également les retrouver très rapidement pour un futur webinaire. Et du coup, en attendant, on souhaite à tout le monde un excellent mois de Ramadan, en espérant qu'il apporte à tous de l'apaisement, une bonne santé et d'élévation spirituelle. Voilà, merci encore et au plaisir de vous retrouver et très bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous, merci voilà, pour vos efforts encore une fois. Merci. Ramadan pour tout le monde. Hop.